Poursuivons la matinée et les rencontres, avec une dernière intervention de grand témoin, en la présence de Pierre Lemonnier. Alors je me présente très succinctement pour que vous sachiez pourquoi je suis là. Marion Roux-Durand, donc je suis responsable du service musée patrimoine pour Cap Atlantique, la Baule-Guérande Agglo, donc qui a 2 équipements, patrimoniaux, le musée des Marais Salants, pour certains vous allez découvrir demain matin, et le château de Ranrouët à Herbignac, qui ne fait pas partie du circuit du Vivier, mais qu'on vous invite très fortement à découvrir puisqu'il ouvre ses portes, samedi. On a le plaisir d'accueillir Pierre Lemonnier qui vient d'un petit peu plus loin que moi. Quelques mots peut-être pour vous présenter, avant de vous laisser la parole, parce qu'on est sur un format moins de questions-réponses, mais plutôt de réflexion, je pense. Pierre Lemonnier, donc directeur de recherche honoraire. Donc il me disait que c'était sa première intervention en tant que directeur de recherche honoraire du CNRS, rattaché à l'université d'Aix-Marseille, donc il nous fait le plaisir de venir, un peu loin. Dont les derniers travaux, publiés portent sur, les initiations masculines et les rites de mort, notamment avec une publication en 2023 sur la ritualité des choses, objets, gestes et paroles des initiations masculines Barouya. Si on prend votre, parcours un peu à rebours, vous avez longtemps mené des enquêtes d'anthropologie comparée en Papouasie, avec l'appui notamment de Maurice Godelier. Et vous êtes reconnu comme spécialiste de l'ethnologie et l'anthropologie des techniques. Donc c'est vrai que ça fait forcément écho à ce qui peut nous traverser comme préoccupation, au sein de nos structures. Vous êtes membre fondateur de l'équipe Technique et Culture, vous avez été membre fondateur de l'équipe. Avant cela, alors votre présence n'est pas forcément due à nos grandes accointances avec les Papous, mais aussi au fait que votre premier terrain, il faut le dire, a eu lieu il y a un petit peu plus de 50 ans, sur le territoire de la presqu'île guérandaise et a donné lieu notamment à la publication en 1980, de Salines de l'Ouest et en 1984 de l'ouvrage Paludier de Guérande, qui est une étude, enfin, en tout cas la publication de votre thèse, étude qui a été, effectuée surtout sur le prisme économique et anthropologique. Et alors le parallèle est intéressant puisqu'on va voyager à la fois dans l'espace et dans le temps, grâce à vous. Le parallèle entre, les forêts de Nouvelle-Guinée et les marais de Guérande sont aussi, sur le fait que ces 2 écosystèmes, mais je ne vais pas divulgacher ce que vous allez nous raconter, sont des terrains, pour le développement d'une lecture plutôt anthropologique des techniques du travail et puis des systèmes sociaux. Là aussi des concepts avec lesquels on est amené à jongler, très régulièrement, dans nos structures patrimoniales quand il s'agit de livrer un récit. C'est un petit peu ce qu'on entend depuis hier. Alors je vous laisse poursuivre. Merci beaucoup, merci de votre invitation. J'ai des camarades que je n'avais pas vus depuis 45 ans et qui sont là dans la salle, donc ça fait chaud au cœur. Donc je suis un vilain petit canard, une vilaine bernache cravant, comme on dit par ici. Je suis pas un homme de musée du tout, même si j'ai été membre du conseil scientifique du musée du Quai Branly pendant une dizaine d'années, mais c'était juste pour défendre mon bout de gras, à savoir les objets moches que personne ne regarde. Ça, c'était le premier pas. Je ne suis pas un spécialiste du vivant. Quand je suis venu ici, donc il y a 54 ans, j'avais un naturaliste qui est dans la salle, qui est Maurice Serral. Il s'occupait de sa crevette, je m'occupais des paludiers, et la vie était belle. Et donc, j'ai pas fait d'ethnobotanique, j'ai pas fait d'ethnozoologie, j'ai pas fait tout ça. J'ai fait de l'anthropologie économique et de l'histoire économique. Alors, j'ai 3 choses à dire plutôt que de converser. J'ai 3 choses à essayer d'exposer. La première, c'est quelques mots sur Guérande, mais à la Maison des Paludiers et tout ça, vous allez en savoir beaucoup plus. Mais je ne vais pas lire mes notes, mais parler sur un truc sur lequel on n'a pas parlé depuis 50 ans, c'est un tout petit peu compliqué, mais ça va venir. Et expliquer ce que c'était que la vie des paludiers et c'est quoi le rapport entre les paludiers et le marais. Mon point commun, c'est que dans les 2 cas, j'ai travaillé. Si je faisais une thèse demain, je dirais, ah, je vais étudier le vivant et le rapport au vivant. Non, il y a 50 et quelques années, c'était, je fais de l'anthropologie économique marxiste, je vais voir en quoi la mise en œuvre d'une activité économique dominante retentit sur la vie des gens, point. Et le milieu passait par là. Donc j'ai 3 choses à dire, 2 mots sur Guérande, quand même, et puis peut-être faire un truc que vous n'avez pas eu l'occasion de voir ou d'entendre, c'est essayer de vous faire comprendre, toucher du doigt ce qui est impossible à comprendre et à imaginer, qu'est-ce que ça veut dire que de dépendre entièrement d'un milieu.
environnemental, naturel, mettez les guillemets où vous voulez. Autrement dit, je voudrais, en vous montrant tout plein de diapositives qui ne sont pas des diapos de vacances, mais qui ça ressemble, vous expliquer ce que c'est que de dépendre d'un milieu. Et ce type de milieu, les gens qui y vivent ont le même type de rapport que celui qui permet à Philippe Descola de vous parler d'écologie des relations. Je l'ai vu il y a moins de 8 jours. Philippe, qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que c'est un machin à la Bateson? Oui. Donc c'est des relations vivantes avec le vivant? Oui. On en reste là. Très bien, l'écologie des relations. Et à la fin, si j'ai le temps, on ne sait jamais à qui on parle. Donc j'ai l'impression, moi, de parler à mes collègues anthropologues qui, eux, s'intéressent au vivant. Des gens comme Charles Stepanov, ou comme Di Piazza, des gens de ce genre. Et on a parlé hier de responsabilité du chercheur. La responsabilité du chercheur, c'est qu'on parle d'attachement là où il y en a. On parle de relations réciproques avec les plantes et les animaux là où il y en a. Et on parle de coévolution là où il y en a. Donc, à la deuxième partie ou troisième partie de mon exposé, je vous montrerai des rapports de gens avec la forêt tropicale. En gros, c'est les mêmes. En gros, ils ont les mêmes objets. Mais il y en a qui imaginent qu'il y a des esprits avec lesquels ils interagissent tout le matin, et les autres qui imaginent que ce n'est pas des esprits d'animaux ou des choses de ce genre. Donc, c'est juste pour faire un truc raisonnable. Alors, le marais de Guérande, oui, donc les mots, je vais essayer de faire en sorte que coévolution, interspécificité, attachement, échange d'affordance, pour ceux qui n'ont jamais rencontré ce genre de choses, soient utilisés. C'est des notions capitales, mais il faut les utiliser avec des nuances. Sinon, on raconte des bobards, et on n'est pas là pour raconter des bobards au grand public, c'est votre métier. Je ne suis absolument pas une personne de patrimoine, je n'y connais rien. Mon patrimoine à moi, c'est les gens chez qui je travaille et qui, avec une mortalité infantile de 350 pour 1000, un bébé sur 3 finit pas l'année, les femmes meurent en couche. Donc mon patrimoine à moi, c'est foutre la paix aux gens, qu'on ne vienne pas leur bouffer leur forêt, qu'on ne cherche pas de pétrole chez eux et qu'on fasse ensemble qu'ils puissent avoir un jour une école et des choses de ce genre. Et puis le patrimoine, c'est essayer de rendre 10 000 diapos et des heures de film aux institutions de Nouvelle-Guinée. Si quelqu'un a une idée, il faut y réussir. Ça fait des dizaines d'années. Je vais parler des barouillas étudiés par Maurice Godelier. 21 heures de film sur les initiations masculines, c'est juste unique au monde. Premier film en 69, deuxième film en 79. On n'arrive toujours pas à rendre les films au gouvernement Papon. Chacun son truc. Alors, le marais de Guérande, vous allez tout savoir en visitant là. Il y a deux illusions dans au marais de Guérande. La première, c'est l'illusion de nature. Là, vous êtes là, alors j'avais des diapos de nature. Hop, voilà. Alors ça, c'est un monsieur qui fait du sel. Je ne sais pas qui c'est. C'est une photo libre de droit et je vous remercie de me l'avoir prêtée. Illusion de nature. Il y a les oiseaux, il y a les plantes. C'est un bonhomme pour ornithologues, pour botanistes, pour les photographes, pour les amoureux de tout ce qu'on veut, pour les belles odeurs. C'est une merveille absolue. Voilà, ça c'était pour illustrer les photographes. Et ça, c'est mon ouvrage de référence. C'est pas le mien. C'est une publication de la Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne en 80. Peut-être que ça a été refait, peut-être qu'il y a mieux. J'ai oublié de dire, j'ai fermé mes carnets de notes en 1976. Donc ça fait 50 ans que je ne sais rien sur ce qui se passe dans ce marais. Moi, j'ai pas connu les manches d'outils en carbone, j'ai pas connu les pompes, j'ai pas connu les engins sur le marais, et j'ai pas connu la main-d'œuvre euh, volontaire l'été. J'ai pas connu tout ça. Donc, les camarades Padudier d'aujourd'hui me corrigeront bien évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce milieu, depuis au moins le XIIe siècle, mais probablement avant, enfin, pardon, depuis 1200 ans, il a tout l'air naturel, il est entièrement façonné par l'homme, entièrement. Si vous arrêtez de l'entretenir, et si vous arrêtez de l'exploiter, en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, je ne dis pas il n'y a plus rien, mais vous ne pourrez plus faire de sel. Dans le temps, je parle sous contrôle de ceux qui savent, on disait qu'une saline qui était restée à l'air pendant 3 ans, comme les vases sont pleines d'argile avec du fer dedans, le sol devient rouge, ça produit du sel rouge, qui n'est pas encore à la mode, sauf erreur. Donc la saline, elle est simplement foutue. Cette photo-là, c'est pour vous montrer les digues. Il y a je ne sais plus combien de kilomètres de digues, et qui sont entretenues, je n'ai pas vérifié, mais dans le temps par quelque chose qui s'appelait le syndicat des digues, depuis, je crois, 1906 ou 1910. C'était la première fois que les paludiers se mettaient d'accord pour faire quelque chose ensemble. S'il y a une forte marée et s'il y a une tempête, si une digue pète, le marais est inondé. C'est aussi simple que ça. Ce milieu, toujours on dit le milieu est très fragile, il est plus que fragile. S'il fait vilain temps ou quoi que ce soit et qu'il y a une tempête, il sera vraiment foutu en l'air, mis en l'air, pardon. Alors, il est entretenu, donc ça c'est une photo de la Noue Cholet.
Et c'est des gens qui, à 50 ans ou plus, ou 45 ans, sont en train de nettoyer. C'est un travail collectif. Alors j'ai oublié de raconter le b.a.-ba qu'on va vous dire 17 fois. À la marée montante, on remplit des réservoirs, et par une suite de réservoirs de plus en plus bas, par gravité, l'eau descend jusqu'à des des grandes cristallisoires qui font 70 mètres carrés, qui sont des œillets, c'est pas des fleurs, qui sont des œillets de marais, 70 mètres carrés. Et l'eau, là, cristallise. Si vous n'entretenez pas les chenaux, les ponts, les talus, les fossés, c'est sympathique parce qu'ici les fossés c'est des talus, mais c'est pas grave. Les talus, les diguettes et tout ce qu'il faut, ça ne tiendra pas, ça disparaît immédiatement. Alors nous qui sommes des scientifiques totalement objectifs, avec mon camarade Maurice Serral, au moment des grands combats il y a 50 ans, on était là pour expliquer que si on laissait le marais être détruit, bien entendu, il y aurait des moustiques, des changements du microclimat et des horreurs absolues. Mais tout ça est parfaitement, bien entendu parfaitement vrai. Je vais raconter les horreurs tout à l'heure. Donc ça c'est l'entretien. Les gens travaillent ensemble, il y a une entraide dans ces cas-là. Voilà, les gens qui travaillent, voilà, monsieur qui refait les ponts les ponts, les petites diguettes de sa saline. Ça, c'est des photos récentes que je ne sais pas qui sont ces gens, mais ils sont en train de travailler ensemble. Vous voyez, il a les pieds dans le yes, ça ne se fait jamais. Ils sont en train de chausser des marais, de les refaire. Voilà un monsieur qui est en train de refaire ces marais. Très bien. Ça, c'était juste pour... Si, c'est mon deuxième thème. La deuxième illusion, c'est d'être perdu. Vous êtes au bout du monde. Alors surtout si vous étiez venu en 1800, si vous étiez venu en 1850. Alors si vous étiez venu en 1850, normalement j'ai une phrase, mais elle n'est pas là, mais c'est pas grave. Non, il y a un truc important, c'est la productivité. Alors, ce sont des agriculteurs. Toute activité agricole dépend du temps. Bien entendu, quand ça va pas, là, ma vigne a gelé, etc. Ici, c'est absolument, absolument terrifiant. En 2022, la production de sel était de 3,5 tonnes par œillet, comme en 1949 ou en 1976. En 2024, elle a été de 80 kilos. 3,5 tonnes, 80 kilos. Et là, vous voyez apparaître le problème du stockage. Si vous voulez vendre du sel, il faut qu'il ait été produit dans l'année. Si vous n'avez pas de stock, les gens qui vous l'achètent ne vont pas revenir. Donc la grande, alors, il y a deux temps dans ce temps-là, mais le grand miracle depuis 50 ans, c'est bien entendu qu'il y a une coopérative du sel qui enfin fonctionne et qui a enfin des stocks phénoménaux, ce qui vous permet de trouver du bon sel de Guérande chez U, chez Intermarché, chez je ne sais qui, je ne sais quoi. Pour ça, le mot-clé à retenir, c'était stockage. Il est où mon bonhomme là? Alors, bon, je vais la dire de tête. Balzac, dans Béatrix, a écrit quelque chose comme « Situé au bout du monde, Guérande ne mène à rien et personne n'y va ». Rien n'est plus faux. Depuis le Moyen-Âge, le marais de Guérande, c'est-à-dire la vente du sel, vous ne vous nourrissez pas avec votre sel, vous ne pouvez pas bouffer votre sel. Les gens avaient une vache, un cheval, 2 hectares et un peu de vigne. On ne vit pas avec ça. Donc le sel, il a toujours fallu le vendre. Et depuis toujours, le marais de Guérande dépend de facteurs extérieurs. Je ne dis pas mondiaux, mais européens ou français. Européens, on est au Moyen-Âge, 12e siècle. Un jour, les gens s'aperçoivent que plutôt que d'aller chercher du sel de Guérande, ils pourraient aller chercher du sel en Vendée, à Brouage, où ils auraient un fret complémentaire. C'est quoi fret complémentaire? Le sel, ça pèse lourd et ça ne vaut pas très cher. Mais si vous allez en Charente, le sel, ça pèse lourd, ça ne vaut pas très cher, vous prenez un peu de cognac et vous faites des affaires. Donc les pays du Nord, comme on disait, les gens qui font de la pêche à la morue, ils ont préféré s'approvisionner en Vendée plutôt que de s'approvisionner ici. Ce qui fait que de tout temps, le marché, les sels de Guérande ont été vendus à l'intérieur de la Bretagne. Et l'intérieur de la Bretagne, jusqu'en 1806, c'était vachement bien, parce qu'il n'y avait pas d'impôt sur le sel, il n'y avait pas de gabelle. Donc c'était le marché traditionnel. En 1806, a été inventé un impôt sur le sel, qui était énorme. Enfin bon, voilà. Il y a eu la gabelle a été appliquée ici. Alors, on est en 1806. Il faut savoir que les paludiers sont des agriculteurs particuliers sont des métayers qui ont un bail dit à colonna parcière. Ça veut dire que vous gardez le quart de votre récolte, le quart. Les trois quarts, vous les donnez à un propriétaire, vous les donniez, aujourd'hui j'en sais rien, vous les donniez à un propriétaire qui vous payait simplement pour les travaux du marais, pour le stockage et pour son transport quand vous alliez le vendre. Dans la pratique, et on en a parlé hier, on a dit qu'il ne faut pas tomber dans le misérabilisme, la misère des gens du marais de Guérande est juste innommable, impensable.
J'ai lu je l'ai cité, mais je ne retrouve pas mes notes. Vous avez des préfets de Loire-Inférieure, qui est devenue la Loire-Atlantique, qui disent qui d'ordine ici n'est pas un dicton, c'est la vérité. Les gens mouraient de faim. Et ils sont encore plus morts de faim quand au milieu du 19e siècle, les accords, des ententes entre les sociétés capitalistes qui exploitaient les salines de l'Est et les salines du Midi, je vais en dire deux mots dans une seconde, ont passé des ententes avec les compagnies de chemin de fer et ont commencé à envahir à bas coût l'intérieur du marché breton. Alors, j'ai commencé à parler des marées tout à l'heure. Il fallait dire qu'en Méditerranée, il n'y a pas de marée ou pas du bout, pas beaucoup. Ce qui fait que depuis toujours, dans les salines de Méditerranée, il y a des machines. Il y avait des norias, il y avait des roues à eau, il y avait des pompes, il y avait tout ce que vous voulez. Et ce qui fait que de tout temps, le sel dans l'est de la France, bien sûr, le sel de mine, et le sel des grandes salines de la côte méditerranéenne ont toujours été, guillemets, industrialisés. Ce qui fait que quand les grandes compagnies s'y sont installées et développées au milieu du 19e siècle, ils ont eu la main mise sur la distribution du sel. Parenthèse, c'est important, l'historien a dit hier, il fallait préciser les choses historiques, ça allait tellement mal le sel qu'il y a eu deux enquêtes sur les sels, donc 1852 et 1866, qui sont des monuments de la littérature administrative. C'est 2,5 kg chaque volume, il y en a trois, et vous avez le paludier de base, le propriétaire de base, le négociant de base, le raffineur de base. Tous ces gens expliquent les difficultés qui étaient les leurs, en 1865. Les paludiers ne sont devenus propriétaires de leurs propres exploitations que quand les propriétaires ont été obligés de vendre parce que l'impôt foncier était tellement élevé et ça rapportait tellement rien qu'ils n'arrivent pas à s'en tirer. Ça, c'est le début du XXe siècle. Au tout début du XXe siècle, les paludiers commencent enfin à être propriétaires de leurs salines, c'est-à-dire de leur série d'œillets. Je passe dans le temps, j'arrive voilà, aux années 1905. Ah oui, oui, bien sûr, l'impôt sur le sel, capital. L'impôt sur le sel, ça a été une belle aubaine pour les négociants. J'explique pourquoi. Là, je suis sur le coteau de Guérande et là, c'est le Marais. Et là, il y a la route du Marais. Si vous franchissiez la route du Marais, il fallait payer la gabelle. Le sel, quand il est récolté, ou même quand il est un peu été stocké sur le Marais, il perd 5% de son poids. Et c'est un impôt qui est acquitté au poids à partir de 1806. Par conséquent, l'intérêt, c'est de le laisser se ressuyer, sécher dans la zone Orgabelle. La zone Orgabelle, c'était la presqu'île du Croisic, ça y est, etc. Les paludiers qui habitaient, eux, sur le Marais, sur le coteau de Guérande, même pour sortir leur propre sel, ils devaient payer, il y avait des gabelous partout, il fallait payer l'impôt, ou tricher, bien entendu. Alors, il y avait une remise sur l'impôt qui s'appelait la troque, et on avait droit à autant de fois 100 kilos hors taxe à aller vendre uniquement contre du grain à l'intérieur de la Bretagne, autant de fois 100 kilos qu'on avait d'enfants. Et puis, en je ne sais quelle année, on a supprimé on a supprimé le privilège de la troque et la misère est devenue encore plus grande. Je fais un bond dans le temps. En 1950, une loi a dit que tout le sel il y avait un bon millier de propriétaires, de petits propriétaires, qui toujours se faisaient concurrence pour vendre leur sel, bien entendu, auprès des négociants. À partir de 1950, on était censé mettre en place une coopérative qui ne s'est pas mise en place. Les gens allaient à la coopérative, puis il y en a d'autres qui passaient directement vers l'entreprise de la conserverie, l'entreprise de salaison ou leurs clients traditionnels sans passer par la coopérative. On les appelait ici les réfractaires ou les dissidents. Donc il y avait les réfractaires et les dissidents. La pagaille a augmenté encore au moment où on était là, et pas parce qu'on était là, je dis on avec une épouse de l'époque qui est dans la salle, c'est pas parce qu'on était là, mais les années 1970-1972, c'est du latourien. Pour ceux qui ont lu du Bruno Latour, c'est des acteurs les plus extraordinaires qui pesaient sur cette région. Je les explique. Il y a eu une menace de port en eau profonde le long de la presqu'île du Croisic. On allait faire une voie à 4 voies, un truc à 4 voies qui finissait au Croisic. C'est la seule autoroute qui finissait directement dans la mer. Les gens qui s'occupaient de ça, c'était la compagnie des Grands Travaux de Marseille, qui était associée aux compagnies des Salins du Midi et des Salines de l'Est. Me disait mon vieux prof de l'époque, Isaac Kiva, c'était les Salines du Midi et de l'Est, c'est le plus grand propriétaire foncier de France après l'armée. Donc ils allaient tous faire un machin ensemble et on allait avoir des marinas pieds dans l'eau. Du coup, un bon tiers du Marais allait être bousillé. Alors là, levée de bouclier, des acteurs, une merveille. Alors il y avait je ne sais plus ce qu'il y en a dans la salle, mais je sais plus, peut-être
monsieur qui faisait du théâtre et qui devait sortir de la psychologie, qui est venu agir ici. Il y avait madame de Mareuil, qu'on appelait la vicomtesse et capitaliste, et non pas capitaliste justement, et syndicaliste. Il y avait madame Montfort, qui était la passionnariat du Marais Salon, qui était une syndicaliste. Il y avait des syndiqués agricoles, il y avait des propriétaires de marais. Enfin, et puis vous aviez par exemple monsieur Guichard, maire de La Baule, qui peut-être trouvait que ce serait mieux de transformer une partie de la presqu'île de cette façon-là. Le miracle, ça a été la création du groupement de producteurs. Son premier directeur, je crois, est ici, c'est Charlie Perrault. Et de fil en aiguille, pendant les 50 ans où je ne suis quasiment jamais venu ici, on est arrivé à cette merveille absolue, c'est que les gens gagnent leur vie, vendent leur sel, et que les gens se baladent dans le marais, et que les gens vont. Enfin, c'est juste impensable pour moi de voir 2 autocars de visiteurs ou de voir une pièce grande comme ça avec 40 personnes qui sont en train d'acheter du sel. C'est une merveille absolue. Donc les misères dont je vous ai parlé, elles n'existent plus. Mais le lien dont on a parlé, dont on reparle, le lien au vivant, il est quotidien. On en reste là, hein. Alors c'est pas moi qui vous ai parlé des petits oiseaux, des plantes et tout ça. J'y connais rigoureusement rien, même si à l'époque je connaissais. Par exemple, il y avait le busard des roseaux. Donc la société, les naturalistes disaient le busard des roseaux commence à nicher. Oui, mais nous, les ethnologues, on savait que le bousard des roseaux, c'est la bête à dadaou, et que des bêtes à dadaou, il y en a toujours eu, et des choses de ce genre. Mais je n'ai pas fait l'ethnobotanique et tout ça. Donc là, je ne regarde pas, mais je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire, et j'arrive à la Nouvelle-Guinée. Alors, ma seule expérience de non-spécialiste du vivant, c'est que donc 2 fois, j'ai travaillé auprès de gens, j'ai fait l'anthropologie économique et puis l'anthropologie tout court, de gens dont le rapport à l'environnement était tout bonnement quotidien et envahissant. Et c'est ça que je voudrais essayer d'illustrer pour vous faire toucher du doigt. Ça veut dire quoi que de dépendre du milieu? Alors, si vous allez au cœur de la Nouvelle-Guinée ou au cœur de l'Amazonie, un endroit où il n'y a pas de boutique et que vous avez oublié au choix votre brosse à dents, du sel, du sucre, du papier toilette ou je sais pas quoi, vous allez vite comprendre ce que ça veut dire que de dépendre. Mais là, la dame d'hier parlait de... Il y a des moments où il y a une bascule, il y a une rupture, il n'y a plus ce lien. Alors, j'adore donner les références. Certains d'entre vous, ou certaines, ont certainement lu L'éloge du carburateur. Crawford. L'éloge du carburateur, c'est les pages les plus claires que j'ai lues sur qu'est-ce que les managements multiples, tant dans la technique que dans l'organisation des hommes entre eux, ont créé comme coupure, comme rupture définitive. Vous ne savez pas ce que font les gens avant vous, ni ce que font les gens après vous. C'est la même chose. On disait, tout à l'heure, on discutait entre nous, les gamins n'ont plus de contact au milieu. Philippe Descola, qui est une référence, me dit, mais c'est les ramassages scolaires. Les mots ne vont plus, enfin notamment, il n'y a plus d'échange. On peut à peine imaginer ce qu'on a perdu enfin perdu oui, qui n'existe plus du moins, de rapport direct avec le vivant. Alors, c'est une banalité, mais là, vous allez voir les images de... Je vais les illustrer. Mon propos. Alors, ça se passe là. Quelqu'un a dit il faut se remuer les pieds quelque part tout à l'heure. Et effectivement, donc l'anthropologie que je fais, elle se fait à pied. Entre les Barouya et les Sambia, il y a 40 km. Les Barouya et les Ankavés, il y a 40 km aussi. Barouya et Ankavés, c'est mes 2 terrains. Barouya, vous connaissez le nom de Maurice Godelier, probablement. C'est là qu'il a travaillé. C'est lui qui m'a accueilli, parce que c'est par le plus grand des hasards, hein. Je ne vais pas raconter mon parcours, mais tout n'est qu'une histoire de hasard. Je suis arrivé ici parce que j'étais économiste, ayant fait des études complètes, et ethnologue, sociologue, ayant fait des études complètes. Je voulais faire de l'anthropologie économique. J'avais aucune envie d'aller au milieu de l'Afrique étudier les caravanes du sel. Je me souvenais que j'avais vu du sel quand je venais ici en vacances, et je suis venu ici, il n'y a pas de secret. Et pour la Nouvelle-Guinée, c'est à peu près du même tonneau. Donc voilà. Donc ça se passe là, c'est dans les montagnes, il n'y a pas de route, on est très perdu. Ça, c'est les groupes. Alors si je pensais ce matin que ça peut dire quelque chose. Pour l'histoire des nuances, pas généralisée. Les Angas, les gens, là c'est 140 km sur 130 km. Les Angas de Nouvelle-Guinée, qu'on appelait longtemps les féroces coucou, les terribles guerriers, cannibales et tout, mais justement, les Barouya étaient cannibales, les Simbari l'étaient pas, les Ankavés l'étaient pas, les Ikoyés l'étaient, les Méniers. On ne peut pas généraliser. Il y en a qui étaient cannibales, il y en a qui faisaient des enfants et des initiés avec du sperme uniquement. Et il y en a d'autres qui faisaient des enfants et des initiés avec du sang féminin. On ne peut pas généraliser. Alors voilà, j'avance. Alors c'est quoi de dépendre? Vous m'arrêtez sur n'importe quelle image. Là, c'est les paysages variés. C'est là où je travaille avec une collègue, qui est mon autre épouse et mère de mes enfants, qui s'appelle Pascal Bonnemère.
Voilà, ça c'est là qu'on bosse. Là, dans Nouvelle-Guinée, j'ai passé 4 ans. En vrai 4 ans dans la forêt. Ça, c'est une image Barouya. Là, les Barouyas sont là. Les Yuarunachais, qui sont nos ennemis depuis toujours, sont de l'autre côté du torrent. Vous voyez que le paysage n'est pas le même, c'est un paysage anthropique. La forêt, au cours des millénaires, la forêt a été détruite et elle a été remplacée par de la savane à Imperica cylindrica, dite herbe à éléphant, et qu'on utilise pour les chaumes. Bien entendu, je n'ignore rien de la modernité. La modernité, pour les anthropologues, c'est 3 choses. L'État qui vous dit, du moins en Nouvelle-Guinée, l'État qui vous dit il faut arrêter de faire la guerre. L'Église qui vous dit vous avez une âme, il va falloir la sauver. Le marché qui vous dit allez donc bosser en plantation, comme ça vous pourrez gagner 40 $ en 2 ans et revenir avec une machette, un poste de transistor et une serviette éponge. La santé, il ne faut jamais oublier la santé. Les gens, ils adorent la santé. Et l'école. Dès l'instant où des gamins chantent l'hymne national en anglais en levant le drapeau le matin, plus rien, il y a des effets cliqués, ratchet effect, il y a des effets cliqués, plus rien ne sera comme avant. Donc on n'ignore pas la modernité. Et puis si, l'image est mise pour quelque chose. Euh, Chez les Simbari que j'ai montré tout à l'heure, encore une fois pour souligner des différences, les organisateurs des initiations masculines, ce qui est mon vrai métier, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer ce que c'est, les initiations masculines ont dit, mais les adventistes du 7e jour font l'école. Les petits garçons ont été assis à côté des petites filles, on arrête tout. Et les Barouillas qui, eux, ont cessé l'homosexualité ritualisée au tout début des années 60, ont continué 50 ans, ont pu continuer pendant 50 ans. J'ai rien contre les adventistes du 7e jour, mais notamment c'est parce qu'il n'y avait pas d'adventistes du 7e jour, mais juste des luthériens à l'esprit large. J'ai un copain qui est véritable chaman Barouilla 100% et véritable pasteur luthérien 100%. Mais on n'est pas là pour ça. Allez, j'avance. Voilà, donc ils ont rencontré l'État, ils votent. Les gens votent. La Tour avait fait une exposition qui s'appelait Making Things Public. Et on avait un petit film de 10 minutes qui tournait où on voyait les gens, les encadrés qui venaient voter. Bon, pour la petite histoire, ils ne votent pas dans leur propre province, ils votent dans la province d'à côté. Mais ça, c'est juste des magouilles locales. Alors ça, voilà, ça aurait pu, c'est l'histoire officielle, c'est bien entendu, je suis parti là-bas pour étudier la production de sel. Alors, patrimoine, truc unique, vraiment unique au monde. Dunlop et Godelier ont filmé en 69 un échange silencieux, comme disent les anthropologues. C'est-à-dire on ne dit pas grand-chose, mais on échange des barres de sel contre du tabac qu'on ne voit pas sur l'image, contre les capes d'écorce. Ça a été filmé il y a 45 minutes, parfaite. La bande-son est remarquable. Ça a été traduit, même si les gens disent il y a 15 phrases. Ça n'a Mon boulot, c'est juste faire en sorte que ce soit sauvé, que quelqu'un sache que ça existe quelque part. C'est unique au monde. Personne n'avait filmé un échange, un échange, un échange silencieux. Alors j'ai montré la photo aussi, c'est le transfert rigolo. Le monsieur avec cette dent de cochon dans le nez, il est producteur de sel. Il s'appelle Kandavache. Et Kandavache, c'est le papa de Koumagneux. Là, c'est un champ de sel, hein, le Coix gigantea. Je ne vous raconte pas la production de sel. Mais si quelqu'un veut que je lui explique comment on fabrique du sel à partir de cendres d'une plante végétale que l'on lessive, que l'on filtre et que l'on fait évaporer, ce n'est pas un problème. Voilà, ça c'est juste pour la petite histoire. Le monsieur du milieu m'avait dit au marché de Guérande un samedi matin, les gens ne sont pas très habitués à voir des noirs par ici. Fin de citation, donc 40. C'est un des liens. Hein, on est perdu au bout du monde, mais les gens avec qui on travaille en Nouvelle-Guinée, ils peuvent venir à Guérande. Et réciproquement, voilà le papa en train de faire du sel, voilà quelqu'un en train dans des gourdes. Alors on peut commencer l'énumération. Ici, tout vient de la forêt. Les gourdes viennent la Géraria, je ne sais quoi, j'ai oublié les noms parce que je n'ai pas révisé depuis 40 ans. On brûle les plantes à sel, très longtemps, une combustion très lente. On récupère les cendres, on les lessive avec l'eau d'une source qui elle-même est chargée en sel. On les récupère dans des petits bambous, là sur la droite. Ensuite de ça, on verse les bambous dans ce four à sel. Alors, c'est des gens qui ignorent la poterie. Mais ils peuvent faire un objet de poterie de 8 mètres de long avec des petites alvéoles dans lesquelles qu'on double avec des feuilles de bananier qu'on a bien choisies, de façon à laisser évaporer les barrières. Voilà. Donc ça c'est je ne sais pas pourquoi elle a dit à Paula, mais c'est pas grave. C'est un des 2 aliments qui constituent la sociabilité chez les Ankavés. Il y en a 2, il y en a un c'est le Panjiu médulé et l'autre c'est du Pandanus rouge. Et les gens, famille semaine après semaine, les familles se rassemblent toujours auprès de 3-4 personnes.
qui ont fait du pendu médulé ou qui ont fait du pandanus rouge. Donc le b.a.-ba de se rencontrer pour faire un truc ensemble, quand c'est pas la guerre, les initiations ou je ne sais quoi, c'est de venir consommer ces deux produits de la forêt qu'il faut transformer. Ça, c'est un monsieur en train de fabriquer de la chaux, c'est des écorces pour fabriquer de la chaux, pour chiquer le bétel, tout ça, ça vient de la forêt. Ça, c'est bien entendu des jardins, et vous repérez tout de suite les barrières. Et les barrières, elles sont aussi fabriquées avec des outils de pierre dans le temps, des outils d'acier depuis le milieu de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, la Seconde Guerre mondiale n'a rien à voir là-dedans, mais c'est à peu près vers 42-43 que l'outil d'acier est arrivé. Alors vous dites, mais les barrières d'aujourd'hui qui sont si exceptionnelles et sur lesquelles tu as écrit un bouquin entier qu'on n'a pas cité, mais c'est pas grave, c'est l'outil d'acier. Ben non, parce que vous pouvez aussi tomber sur le patrol officer, le gendarme australien explorateur, qui la première fois qu'il débarque chez les Barouillas en août 1951, la première fois qu'il débarque, il photographie une barrière comme ça. Je vous avance, hein. Voilà les barrières dans le paysage, visiblement. Alors, la fonction des barrières, elle est un peu compliquée. C'est à la fois pour protéger les jardins des divagations des cochons domestiques et des cochons sauvages, mais c'est aussi pour faire quelque chose ensemble chez des gens, eux, le Barouilla ou les Sinbari, qui sont des fanatiques de la coopération. Jamais ils font quelque chose tout seuls. Alors que dans un autre groupe, comme si je travaille plus longtemps chez les encavés, vous construisez votre maison tout seul, il n'y a pas de barrière pour protéger des cochons, et vous ne vous rassemblez que pour faire la guerre, la vendetta, les initiations et les cérémonies mortuaires. Voilà, monsieur, il a été chercher des lianes. Les lianes, elles ne viennent pas du supermarché, elles viennent de la forêt pour fabriquer. Les gens sont allés débiter des arbres pour fabriquer des ponts, pour se déplacer sur des torrents. Voilà un monsieur qui est en train de travailler tout seul en 1987 avec une hache. Voilà sa femme qui est en train de travailler. Ça, c'est censé illustrer le bâton à frire, hein. C'est juste un morceau de bois plus ou moins durci au feu, mais pas forcément. Ça, c'est des outils. Ça, c'est les pandanus à noix, qui sont des fruits sauvages, mais qu'on contrôle, dont on contrôle la reproduction en nettoyant un peu autour, à droite, à gauche. Puis quand on voit un fruit en train de germer, qui est tombé, enfin un clone en train de germer, on le déplace. Ça, c'est l'idée de donner du milieu. Les maisons, vous les voyez, elles sont en bas. Donc c'est vraiment, donc c'est une démonstration que c'est un peuple forestier, pour ceux qui auraient un doute. Voilà un gamin qui a récupéré des fruits de Panju médulé. Voilà une dame qui est en train de préparer des fruits, des amandes de Panju médulé, qu'il va falloir mettre sous l'eau pendant plusieurs semaines de façon à retirer l'acide je ne sais quoi qui est mortel. Ce sont des gens qui, bien entendu, vont chasser dans la forêt. Là, il y a un chasseur, j'ai mis une flèche rouge, vous voyez, une flèche rouge, il est là-haut, qui va débusquer un marsupial. La chasse n'est pas très importante chez les Angas par rapport à la société dont je vais parler dans 2 minutes si je parle assez vite. Mais le gibier, les marsupiaux sont fondamentaux pour les rituels. Voilà, monsieur qui capture il fabrique des pièges à anguilles. Les anguilles, ça sert à la fin des cérémonies mortuaires pour l'élever de deuil. Celle-là est intéressante. Bon, c'est juste pour dire que les entrenœuds de bambou qui vous servent à faire cuire des nourritures, ils viennent aussi de la forêt. Juste pour la petite histoire, ces gens ont été découverts à l'âge de pierre, 8 ans plus tard, par un très aventureux documentariste. On passe sur le truc. Voilà, des gens en train de bouffer, vous étudiez les feuilles, les abris, vous étudiez les maisons, le chaume, la fabrication des murs, tout ça vient de l'environnement immédiat. Pareil, les maisons cérémonielles, pareil. Alors là, ici, la maison cérémonielle, là, ils pendouillent des colliers de cauris. Donc, bien entendu, on a tous appris qu'il n'existe pas de société totalement isolée. Ça veut dire que les gens font venir notamment ce dont ils ont besoin pour leur vie rituelle. Donc, ils font venir les plumes des oiseaux qu'ils n'ont pas, ils font venir les coquillages qu'ils n'ont pas, ils font venir la résine dont ils ont besoin pour faire un feu d'enfer pour impressionner les initiés, bien sûr, mais c'est local. Voilà, monsieur, il n'est pas du tout à l'âge de pierre, il est là en l'an 2000, ça c'est pour introduire les capes d'écorce, je crois, voilà, des gens qui fabriquent des capes d'écorce, vous appelez ça du tapa, du commerce intertribal, que j'ai vu de mes propres yeux jusqu'aux années 2010, parce que les gens préfèrent avoir des bonnes capes d'écorce à pas cher que des mauvaises couvertures chinoises.
bien entendu, alors là, le truc à regarder, c'est le baudrier jaune. Ça, c'est des tresses de tiges d'orchidées. Là, c'est une dame qui est en train de fabriquer un pagne, donc elle a une culotte, un habit, quoi. En train de fabriquer un pagne avec des joncs. Là, c'est une dame qui arrache les écorces avec les dents de façon à fabriquer un filet, des tresses pour fabriquer un filet de portage comme celui dans lequel il y a ce petit bébé. Le monsieur, une ceinture de rotin, il faut aussi aller la chercher. Les hampes, les hampes des flèches viennent de la forêt, le bois des flèches vient de la forêt, le pagne vient de la forêt, les flûtes viennent de la forêt, les rhombes, pas facile à photographier les rhombes, c'est des trucs qu'on fait tourner là, qui font des infrasons et tout ça, bon, j'ai vu tout ça. Ça, c'est des trucs, pardon, une position défensive contre l'ennemi. Voilà les tiges d'orchidées qui ne sont pas à leur place. Voilà une dame en train de travailler les tiges d'orchidées. Voilà un monsieur qui fabrique une herminette de pierre pour le plaisir des anthropologues, puisque en 1978, il n'y en avait plus. Voilà l'outil, pour rappeler qu'à l'introduction, le seul transformation profonde, ça a été les outils d'acier, les couteaux. La dame est photographiée à côté d'une machette. Cette dame travaille avec un bâton à frire, cette dame a une... un monsieur qui fabrique du feu. Les gens ont bien entendu des briquets à pétrole et maintenant des briquets à gaz, mais les gens savent quand même encore fabriquer du feu par friction. Là, il y a une allusion à trouver de la bonne sève pour faire du savon. Il n'y a pas, il y a pas de poterie, ni de vannerie. Donc on fabrique, là c'est des plats, là c'est des emballages, un truc que j'ai appelé l'effet dragée, c'est-à-dire vous n'étiez pas à la fête, bon, vous avez emporté ce qu'il faut, c'est qu'on partage ailleurs. Là, cette dame a un collier avec des petits segments d'une autre espèce de Bolbophyllus, c'est-à-dire d'orchidées à l'intérieur desquelles il y a des pennes de casoar, le grand oiseau s'occuper des bébés, tout ce qu'il faut pour traiter les morts comme il faut, des écorces de cinnamome, je ne sais plus ce que c'est en français, tout ça, voilà, les machins pour une cure chamanique, il faut construire un pont à esprit, il faut avoir les bonnes feuilles, il faut les chercher, battre les morts, chasser les esprits des morts récents comme les gens le faisaient encore la semaine dernière, si j'ose dire. Il faut savoir fabriquer les tambours. Là, c'est une maison cérémonielle. Là, c'est des jolies plumes d'oiseaux de paradis. 10 minutes? 5, ok, alors je le fais. Peut-être, Ce que je veux dire, sans vous vouloir vous faire accélérer, peut-être faire les parallèles avec la coévolution vous de inquiétez ces pas, deux j'y arrive. milieux. J'y arrive, sauf que je suis infichu de retrouver la position panorama. Alors, je vais vous dire pourquoi je fais cet exposé en vérité. Alors, je fais cet exposé parce que j'ai une collègue merveilleuse qui est morte à la tâche il y a 1 an et qui était Florence Brunois. Voilà. Et si vous regardez les vidéos de Florence Brunois, vous allez entendre tout ce qui m'amène à essayer de donner le sentiment de nuance. Florence Brunois n'était pas en très bonne forme physique et elle a consacré sa vie aux casse-soies, qui sont des gens qui vivent dans une forêt du type de celle que je viens de montrer. Mais le jour où elle est arrivée faire son terrain au début des années 90, les compagnies forestières arrivaient. Donc elle s'est battue pour sauver la forêt, sauver les gens, lutter, et elle est morte à la tâche, je veux dire, elle est simplement décédée. Or, ce qu'elle raconte, elle, dans son livre, c'est un autre type d'écologie des relations. Alors ça se passe là, ça se passe chez les gens du Mont Bozavi. Voilà des photos du Mont Bozavi. Bon, ça serait là où je travaille. Des gens qui viennent attraper un phalange et tout ça. Alors, le point important, et vraiment je tiens en 2 minutes parce que c'est l'essentiel du truc. Dans le Mont Bozavi, la mythologie dit que des ancêtres ont créé le paysage, ils ont donné la vie, ils ont donné le gibier, ils ont fabriqué les esprits. Vous êtes dans une forêt du Mont Bozavi étudiée par Florence Brunois, vous croisez un casoar, vous croisez un cochon sauvage, vous croisez un phalanger ou un marsupial arboricole, vous ne savez pas si c'est un animal ou si c'est un esprit qui a pris la forme de cet animal. Et si vous le tuez, ça va très très mal. Ils sont très très méchants, les Sossous et les Isanés, c'est très méchant. Ils peuvent retourner l'écorce terrestre, tuer tout le monde, vous attraper au lasso, c'est épouvantable. Ces gens vivent dans une angoisse quotidienne, avec des interactions quotidiennes, que eux imaginent, interactions bien évidemment, et eux sont, alors dans les coévolutions, elle est partout, mais ils sont dans des interactions avec le gibier parce qu'ils pensent que c'est un gibier dans lequel il y a potentiellement des esprits. Alors la coévolution, bien sûr, quand les casoars voient des humains, ils finissent par se méfier des humains. J'ai la chance de bosser dans un coin où il y a
aux franges, il n'y a pas d'humains, les casovars s'approchent des campements, ce qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a vu nulle part. Et juste dernier mot, oui, dernier mot qui va être très méchant, là ce sont des cordylines. Alors, il y a un grand mot qui est affordance. Vous connaissez le mot affordance, c'est je vois un machin et ça me fait penser à ce qu'on pourrait faire avec. Définition totalement fausse, mais c'est pas grave. Alors, les cordylines, ces plantes-là, qui là viennent d'être plantées, les cordylines, même sèches, à l'état de manche à balai, vous la replantez, elle revit. C'est une plante qui se reproduit par clonage. Le mythe d'origine, le mythe d'origine de ces gens-là, c'est à l'origine de l'humanité, il y avait un homme, bon, on l'a tué, dans son sang on poussait le pandalus rouge et les cordylines rouges. Donc les cordylines d'aujourd'hui, il est cohérent par ces gens qui connaissent leur environnement, et par affordance, ça c'est les savants qui le disent, que la cordyline d'aujourd'hui, c'est la cordyline fille d'une cordyline qui a bel et bien poussé dans le sang du bonhomme. Et la force du bonhomme, on en a besoin pendant les initiations, elle est là. C'est pas une métaphore, elle est dedans. Donc là, il y a une affordance. Mais certains diraient, il y a échange d'affordance avec les plantes. Moi, l'intentionnalité des plantes, je la connais pas, hein. Je ne connais pas. Les gens ont une agency, les plantes ont évidemment une agency dans la mesure où elles résistent, elles sont des contraintes et tout ce que vous voudrez. Mais dans le cas de ces gens-là, les gens du Bozavi, il y a effectivement des interactions, il y a effectivement de la coévolution, il y a effectivement des interspécificités entre moi et ce cochon qui est peut-être mon oncle maternel transformé en sorcier ou je ne sais quoi. Là où je travaille, il y a tout plein d'esprits dans la forêt, de gardiens d'esprits, d'esprits qui sont gardiens du gibier. C'est des esprits des morts. C'est des parents maternels qui sont devenus des monstres cannibales. C'est jamais les esprits des plantes et des animaux. On n'est pas chez Descola, on n'est pas non plus chez Florence Brunois. Mon devoir d'aujourd'hui, c'était de dire que vous ne pouvez pas projeter ce que disent les merveilles de Stepanov sur c'est quoi les rapports entre les rennes et les humains, les rennes qui 6 mois plus tard savent que là les humains ont déposé de l'urine et déposé du sel et qui finissent par revenir, c'est le béaba de son énorme et merveilleux bouquin qui s'appelle L'attachement. Vous ne pouvez pas projeter de l'attachement de Sibérie, on ne peut pas projeter des interactions de type de relations de parenté avec des plantes ou des animaux là où elles n'existent pas. Ah mais j'arrête, mais je suis confus, j'aurais mieux fait de lire mes notes, j'étais vraiment très très long, etc. Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste un peu de temps pour une ou deux questions? Non, on dit que non. Merci beaucoup. Moi, ce que j'en retiens quand même, c'est que effectivement, on a retenu beaucoup de choses. On avait envie de continuer, hein, réellement. Mais ce qu'on peut, enfin, à mon niveau, je me dis que effectivement, se méfier du regard que l'on porte sur l'environnement et de l'interprétation qu'on peut en faire. Effectivement, ne pas généraliser, ça c'est le point commun qu'on a avec l'observateur, l'ethnologue, l'anthropologue. Mais savoir aussi se laisser surprendre par son environnement et ce qui peut advenir, c'est-à-dire ne pas trop présupposer de ce qu'on peut avoir autour de nous pour pouvoir accueillir effectivement des nouveautés à interpréter, en tout cas à montrer à nos publics. Et effectivement, et ça c'est le patrimoine immatériel qui nous aide beaucoup à le faire, montrer aussi la force d'un côté comme de l'autre de ce que c'est que faire ensemble. Et c'est ce qui fait aussi ce qui peut créer éventuellement l'attachement et l'émotion dont on parle depuis hier soir dans ce qu'on présente. Merci beaucoup. Impec.